For me as a senior professor to participate to such a collective event, but from the beginning I told to Radu 8th of March and 9th of March for a woman very involved in women matters, it is just very difficult. I must say that. So Monday I was at Brussels, Tuesday I was at Berlin, yesterday I was in Luxembourg to try to participate and to promote the involvement of ESSEC in diversity and women promotion with our programs. So it's a little bit complicated to be everywhere, you know, and at the end, this week is becoming a nightmare. But, okay, second, I wrote a paper in English, and I did prepare something in English too to facilitate exchanges. As you see, I'm able to answer and reply in English, but from a political point of view, and some of you know my position, I think that we are in France, in a business school French. There is a legal issue in France, and I prefer to speak in my native tongue, the French, and if there is any problem, of course, I will add some comments. So, I switch. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un papier sur la question de la gouvernance d'entreprise et des liens possibles que la Commission européenne tente de faire en ce moment avec la responsabilité sociale d'entreprise? Si on identifie l'objet des entreprises, l'objet social des entreprises, on peut faire des catégories entre celles qui ont un objet dédié lié au bien public. Et donc, dans un atelier comme le nôtre, on parlera des mutuelles, des associations, des groupements qui ont pour objet ou pas pour seul objet de faire des bénéfices. Et puis, vous avez la deuxième grande catégorie dont nous avons parlé, où le Corporate Social Responsibility vient les interpeller pour leur demander de ne pas seulement faire du business et des bénéfices, mais soit de le faire de manière éthique, ça peut interpeller sur les questions philosophiques et éthiques, soit de le faire en prenant en compte l'ensemble des stakeholders, l'ensemble des parties prenantes, et pas seulement les actionnaires. Autrement dit, de modifier leur vision de la gouvernance d'entreprise, qui est à l'origine un concept qui a été élaboré essentiellement par rapport à un mainstream qui est la relation entre le management et l'actionnaire, et qui, dans une vue plus large, notamment interpellée par la responsabilité sociale d'entreprise, va demander à l'entreprise et au management de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Okay ? Au niveau européen, la crise est passée par là, comme ailleurs, hélas, et la Commission européenne, très récemment, je parle d'avril 2011, de juillet 2011, et de ce qui se passe maintenant, a tenté de switcher une vision extrêmement classique de la gouvernance d'entreprise et du droit des sociétés, having in mind only shareholders and specifically minority shareholders and so on, et d'ouvrir sur le Corporate Social Responsibility avec l'idée qu'on pourrait, en intégrant les deux concepts, mener vers une vision plus pérenne du management de l'entreprise. L'idée, pour faire simple, c'est que le management devrait avoir des moyens légaux. Donc quand je parle de moyens légaux, ça veut dire des textes communautaires, des textes légaux français, allemands, suédois, des codes de régulation, mais aussi et surtout les statuts des sociétés, qui ne seraient plus autant focalisés sur la question des intérêts des actionnaires, de la protection des actionnaires, de la valorisation de l'intérêt des actionnaires. Et c'est une démarche intéressante mais extrêmement compliquée, surtout
à un moment où l'Europe, les compagnies européennes, ont cruellement besoin de capital, donc ont cruellement besoin d'investisseurs et donc de soigner les actionnaires. Donc partant de cette idée, la Commission européenne a lancé, c'est une manière classique de travailler pour eux en lobbying, a Green Book. C'est une première communication avec un certain nombre de questions et de positions. A consultation from April to July. Il y a eu 409 réponses. J'avais l'ambition de les analyser, les 400, j'en ai analysé un quart, ce qui est déjà pas si mal pour le moment, mais je vais continuer. L'idée étant de voir si les entreprises, les États, les syndicats, les associations qui ont répondu peuvent partager une vision commune de cette gouvernance pérenne ou de cette wider view of corporate governance, including corporate social responsibility, partagent une vision commune du degré d'harmonisation légale que ça pourrait impliquer dans l'élaboration d'un cadre légal plus précis qu'il ne l'est, notamment sur la question de la RSE, avec la question fondamentale de la responsabilité de l'entreprise sur les risques, tout ce qui est risk management. Est-ce qu'il faut ou pas une norme sur la question de la responsabilité des boards sur le risk management? Des améliorations sur la qualité du comply or explain. Est-ce qu'il faut faire des guidelines? Est-ce qu'il faut être plus précis pour éviter que les entreprises puissent déclarer quasiment tout ou n'importe quoi sans sanction? Donc, c'est ce type de question qui est posé dans le questions qui est posée dans le Green Book et c'est cette analyse que j'ai tenté de faire. Donc, très vite, je reprends les deux idées. Est-ce que corporate governance means relationship between management and shareholder or with management, corporate and stakeholders? It's clear that since the beginning, the European Commission is influenced by the Anglo-Saxon vision, to be rapid, okay, and in demonstration, the work. Donc, from the beginning, approximately 5, 6, 7 years, and it's very new in the approach of the European Commission. Any work, any study, any survey, any communication, and any legal issues at the end is linked to the idea that corporate governance is linked to interest of shareholders. Et cette vision, I switch, donc, a amené la Commission européenne dans son action législative à émettre un certain nombre de directives sur les marchés financiers, donc qui concernent particulièrement les sociétés cotées, qui font un focus très clair sur les questions de transparence, concept of transparency, déclarer, informer, rapporter. Donc c'est ce qui va justifier, on le sait en France, peut-être que tout le monde ne sait pas que ça vient en fait d'une impulsion européenne, qu'on passe à des rapports annuels, des rapports semestriels, des quarterly reports and so on. C'est ce qui va justifier qu'en plus des rapports financiers, on a un rapport sur la gouvernance annuelle pour les sociétés cotées, que la 13e directive qui date de 2004 impose un rapport sur la structure du capital, les dispositifs anti-OPA, c'est-à-dire qu'on flirte tout le temps avec les questions fondamentales. C'est quoi une bonne gouvernance? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de responsabilité du management, sans les aborder vraiment? On demande du reporting, on demande de la clarification, on demande de la transparence, mais il n'y a pas d'indication sur ce qu'est une gouvernance de qualité. Il y a du formalisme qui n'est pas inutile,
parce que la déclaration permet de trouver l'information et ça permet de faire du benchmark. Donc, les entreprises peuvent aussi, par rapport uniquement à une problématique économique qui est « je suis le mauvais élève dans mon secteur, donc je vais être mal noté », s'améliorer, c'est la théorie plutôt anglo-saxonne. Hein. La corporate social responsibility et tout ce qui est corporate governance doit rester de la soft law et les entreprises vont faire du comply or explain par rapport à tout un tas de différentes options qui vont être leur choix économique de développement de stratégie et aussi en ayant dans le rétroviseur, on dit en France, la question du benchmark par rapport aux autres et l'atteinte à l'image, à la notoriété, etc. Et ça a une incidence directe sur, pourquoi pas, la valeur du titre, l'amour des consommateurs pour les produits, un CF l'affaire Nike ou des choses comme ça. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'incidence légale qu'il n'y a pas d'incidence du tout. Je continue la démonstration, juste je vous les ai cités, on ne va pas les détailler. Sur la corporate governance itself, et là les travaux sont encore plus récents, c'est à partir des années 2004-2005. C'est pas une coïncidence, c'est parce qu'il y a eu le Sarbanes-Oxley Act et que les entreprises européennes ont eu peur qu'il y ait des lois qui impliquent la responsabilité individuelle, civile et pénale des dirigeants. Donc il y a eu une action de lobbying très forte auprès de l'Europe pour qu'on construise un European Corporate Governance Framework équivalent au Sarbanes-Oxley Act, mais différent, avec le principe de responsabilité collective qui, par définition, est beaucoup moins engageant que la responsabilité individuelle, évidemment. Et c'était vraiment l'enjeu. Donc, tout ce framework a un intérêt. Il crée effectivement de la transparence. Il crée des obligations auprès des entreprises. Par exemple, je prends celui-là, sur le droit des actionnaires, hein, la protection du droit des actionnaires et la capacité des actionnaires à participer en dehors des AG pour interpeller l'entreprise. Mais c'est très clairement focus management actionnaire. Et quand on commence à toucher au cœur du sujet, eh bien, ce sont des recommandations. Alors, pour les non-lawyers, petit switch, une directive implique du droit, hard law, dans un pays. Une recommandation, c'est une orientation politique, c'est best practices, mais do what you want, up to you. Okay? Donc, sur des sujets beaucoup plus précis, qu'est-ce que c'est qu'un administrateur indépendant? Pourquoi est-ce qu'il faut des administrateurs indépendants dans les boards? En quoi on va le lier au sujet? Les administrateurs indépendants sont plus particulièrement que les autres membres du board porteurs de la corporate social responsibility, de l'intérêt pérenne de l'entreprise, de l'intérêt de l'entreprise as a whole et pas seulement de l'intérêt des actionnaires. Toutes ces questions-là sont évoquées, mais sans qu'il y ait de guidelines véritablement précis. Or, quelques exceptions sur lesquelles je ne m'étendrai pas, institution du comité d'audit par exemple, 8e directive sur la responsabilité des auditeurs, des CAC, qui commence à créer pour le coup un framework un peu plus hard, mais c'est très petit. Donc en gros, pour faire simple, jusqu'à très récemment, avril 2011, c'est à peine un an, quand on parle des travaux de l'Europe sur le fonctionnement des entreprises et la manière dont elles peuvent être accountable de leurs agissements, de leurs politiques en matière de leur méthode de management, de gouvernance et de leur action, encore plus de leur action en corporate social responsibility, en fait, le focus, c'est strict sense of corporate governance and not corporate social responsibility issues. Il n'y a pas de lien qui est fait alors que le lien paraît juste naturel. Donc j'ai pris quelques exemples que je ne vais pas détailler de contenu de requirements, donc focus sur tout ce qui est transparency. On demande à informer des mécanismes de gouvernance, on demande à informer, mais il n'y a pas de sanctions. Okay?
toujours dans toutes les directives de droit communautaire, en company law et en market financial regulation, le focus c'est protection des actionnaires minoritaires, à tel point qu'on arrive, je vais à nouveau prendre l'exemple de la directive sur les OPA parce qu'elle est assez prégnante sur ce sujet, à tel point qu'on arrive à des textes qui imposent des obligations qui, d'un point de vue économique, sont vraiment assez difficiles à justifier. Exemple, lancer une OPA à 100% lorsqu'on va entrer donc dans une dynamique de prise de contrôle d'une société, avec un prix équitable qui est défini non pas comme, pourquoi pas, la moyenne du cours de bourse des 6 derniers mois, qui pourrait être une indication à peu près correcte en lissant le cours de bourse, mais comme le prix le plus élevé payé pendant une période de 12 mois, lorsqu'il y a eu un achat de titres auprès d'un actionnaire. Autrement dit, il y a un parti pris très très évident d'ultra-protection du minoritaire. J'en ajoute une couche. Une fois, imaginons que l'OPA est lancée à ce prix qui est par définition un prix élevé, donc économiquement peut-être pas rentable pour l'entreprise qui veut prendre le contrôle. Il va y avoir une prime à l'actionnaire minoritaire qui n'a pas vendu son titre, puisque si l'OPA est successful, l'entreprise ou les entreprises qui ont pris le contrôle seront obligées de désintéresser les actionnaires minoritaires en payant exactement le même prix pour leurs titres, alors que les titres ne valent plus rien. Donc on a, et j'avais fait beaucoup de lobbying sur ce sujet-là à Bruxelles à l'époque, une sorte de décalage entre la réalité du marché, la valeur économique d'une action, d'une entreprise, et puis des dispositifs légaux, ceux-là, ils sont obligatoires, qui finissent par surenchérir le coût d'une prise de contrôle parce qu'on a voulu protéger les actionnaires minoritaires. Dans le même temps, en droit des sociétés, vous avez des dispositifs de plus en plus protecteurs des actionnaires minoritaires qui ont mené à l'activisme des actionnaires minoritaires, qui est, dans certains cas, poussé à l'extrême, une véritable déviance de la gouvernance, parce que ça veut dire qu'un fonds de pension américain qui a 2%, même pas 0,5% des titres d'une entreprise, en faisant une alliance un peu stratégique avec d'autres, va pouvoir déstabiliser fortement en assemblée générale une entreprise. C'est toutes ces considérations-là, et la crise arrivant, donc en gros aux limites du système, qui font que tout d'un coup, Michel Barnier, qui est le commissaire en charge de ces questions, propose une consultation sur comment est-ce qu'on peut améliorer le cadre européen de corporate governance pour encourager une approche plus pérenne de l'entreprise, une approche plus collective de l'entreprise, donc forcément en réintégrant la corporate social responsibility qui jusqu'à présent n'était pas développée ou l'était plutôt du côté des affaires sociales, mais pas du côté des sociétés. Première démarche assez courageuse. La question est posée, est-ce que les règles mêmes, toutes ces règles que j'ai évoquées précédemment, les textes, etc., n'ont pas encouragé ce mouvement vers le short-termisme? Est-ce qu'il n'y a pas des règles qu'il faut modifier parce que finalement ce cadre légal a eu un effet pervers et a poussé le management à avoir uniquement parce qu'ils répondent au risque, à avoir le focus sur les actionnaires, à avoir le nez sur le cours de bourse tous les jours, et finalement à prendre des décisions qui privilégient le court terme, et donc vont à l'encontre de toutes les idées de pérennité, de corporate social responsibility, de vision plus large, du rôle de l'entreprise dans son environnement, parce que c'est absolument l'opposé, ok ? Donc la première question posée, c'est un texte quand même assez conséquent, c'est est-ce qu'il y a des textes qui existent, que vous identifiez, qu'il faut changer pour envoyer un signal inverse à l'entreprise? Est-ce que ça c'est possible?
La deuxième question posée, c'est est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouvelles règles pour permettre à l'entreprise de se recaler dans une perspective, dans un long-term view. Ok, voilà. Donc, ces deux questions assez ambitieuses. J'en espérais beaucoup. Vous verrez, hélas, que c'est un petit peu disappointing. But, il faut continuer à faire du lobbying. Donc, voilà les questions posées. Et finalement, la question fondamentale posée par Barnier, très clairement, quand il a lancé le Green Book, c'était comment est-ce qu'on peut enfin faire le lien et mailler les deux domaines, parce qu'ils sont naturellement liés. La perspective étant créer European Legal Framework to encourage long-term view of corporate. Donc, ça, c'est juste pour... mais je pense que vous êtes à peu près au courant. C'est juste pour reprendre l'idée que cette déviance, entre guillemets, de la Commission européenne à travailler sur la corporate governance dans une vision assez finalement réduite, n'était pas forcément justifiée parce qu'elle aurait très bien pu s'inspirer soit de pays, États membres de l'Europe qui ont eux-mêmes une vue plus large, soit tout simplement du code de l'OCDE, etc. Donc il faut mea culpa, c'est à saluer. Après la question c'est jusqu'où est-ce qu'ils vont aller pour bouger. Ça c'est juste pour vous donner deux indications. Qui a répondu de manière importante. Donc cette fois-ci, c'est à saluer. Les entités françaises se sont beaucoup mobilisées sur cette question. Et globalement, on a Allemagne, UK, voilà. C'est-à-dire les trois visions de gouvernance tout à fait... c'est très intéressant. Parce que du coup, il y a trois discours très différents sur trois conceptions culturelles de gouvernance. Mais ça, quand on est lobbyiste comme moi, c'est aussi un très mauvais signe parce que ça veut dire que les réponses, et c'est ce qui s'est passé, vont donner un peu tout et n'importe quoi et que ça sera très difficile de trouver quelque chose qui fait sens et qui crée un consensus. Donc c'est en même temps intéressant et en même temps un premier warning. Voilà, juste pour vous donner une idée, j'ai fait un petit récap. Donc sur 409, il y a 346, c'est ce qu'on appelle organisation. C'est pas seulement entreprise, hein, ça peut être des syndicats, des associations. Les public entities, ça peut être l'AMF par exemple, ou simplement l'État français. Et puis des citoyens. Alors c'est pas citoyens lambda, en général, c'est des professeurs comme moi qui, en tant qu'individus, ayant une expertise, ont essayé d'apporter quelque chose. Voilà. Mais donc ça c'est juste pour vous donner une idée. Donc alors, general results are very disappointing at this stage. En gros, dans le blougi-boulga, in the sort of maze des réponses, il y a un discours politique très positif sur la démarche de la Commission, et que dès qu'on commence à dire « and so what are the possible tools », qu'est-ce qu'on bouge, ça part dans tous les sens. Alors, je vais prendre juste quelques exemples. Voilà. Sur la question « improvement of boards », on est d'accord sur, OK, more diversity, more time commitment. It's absolutely necessary, it's a requirement to have a board evaluation. We must include the question of risk strategy and responsibility of risk strategy. We must disclosure the remuneration and so on. Et quand on passe à OK, comment on le fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit limiter le cumul des mandats? Est-ce qu'on doit, comme c'est le cas en France, voter une loi sur le genre avec des quotas? Est-ce qu'on doit demander une évaluation externe? Cette question importante. Évaluation OK, est-ce que c'est interne ou c'est externe? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Ça, c'était un sujet compliqué. Est-ce qu'il faut considérer que le principe classique de démission ad nutum, de limogeage ad nutum, qui existe dans les pays avec des conseils d'administration, est finalement quelque chose de dangereux et qu'il faut passer au principe allemand
où il y a un limogeage en cas de faute, qui leur donne beaucoup plus de stabilité sur le management. Okay? Donc, dès qu'on est sur des questions précises, qui pourraient faire bouger dans un sens ou dans un autre la corporate governance, et répondre là à quels objectifs? Améliorer la qualité des boards et l'efficience des boards. Responsabiliser les boards sur les risques, par exemple, sur leurs déclarations. Responsabiliser un administrateur sur son mandat. Le fait que s'il accepte un mandat, il n'est pas là en touriste et que s'il y a une décision qui est prise qui est mauvaise pour l'entreprise, il sera responsable. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye ici tout doucement, mais sans le dire, de tendre vers le Sarbanes-Oxley Act et de tendre en fait vers la possibilité de passer d'une responsabilité collective à une responsabilité juridique individuelle. Ça n'est pas dit pour ne pas faire peur, mais c'est clair qu'il y a ça dans la tête de la Commission européenne. Again, on shareholders participation, tout le monde dit un certain nombre d'actionnaires ne participent pas assez, ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas fidélisés à l'entreprise, ils ont une perspective uniquement financière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur engagement? Comment est-ce qu'ils peuvent être involved in the company itself? Tout le monde est d'accord. Et puis quand vous commencez à travailler, je suis en train de travailler plus particulièrement sur ces questions-là, quels moyens légaux ou financiers, économiques, incentives, on peut mettre en place pour fidéliser les actionnaires, pour valoriser le fait qu'ils sont restés longtemps dans l'entreprise? Est-ce que, par exemple, voilà une idée que je propose le 22 mars au Parlement européen, parce que je participe à une audition, c'est est-ce qu'on peut imaginer, au-delà du dispositif français, des doubles droits de vote après une certaine période, ok, que ce principe-là soit un principe européen, par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer que des actionnaires qui sont restés longtemps dans l'entreprise aient le droit à être représentés par un administrateur particulier au sein d'un board? Ce sont des questions, hein. Je ne suis pas encore en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, mais on nous questionne là-dessus. Est-ce qu'il faut améliorer les questions d'actionnariat salarial? Moi, c'est un sujet clé pour moi, c'est très compliqué, parce qu'on a des visions sur l'actionnariat salarial extrêmement différentes, parce qu'on a des systèmes financiers, même fiscaux, très différents. Mais il y a une consultation du Parlement européen le 22 mars sur cette question, où on essaie de pousser pour qu'il y ait un instrument communautaire qui permette au moins de rendre équivalents les systèmes d'un pays à l'autre, pour qu'une entreprise qui, par définition, a une filiale en Allemagne, une succursale en Espagne, puisse élaborer un système pour l'ensemble de ses salariés avec un système légal commun, parce que c'est un très grand obstacle que ces différences légales, fiscales d'un pays à l'autre. Et donc, toutes les entreprises disent que finalement, c'est très décourageant pour les grandes entreprises de mettre, c'est très coûteux, c'est très décourageant, c'est très long, et donc on le fait pas. Avoid it, ok? Contournement. Ok. Donc, je vous ai fait le lien sur ce qui va se passer. Donc, what's next? A priori, deuxième partie de 2012, il va y avoir un paquet de propositions tenant compte du résultat de ces consultations, à la fois sur corporate governance et sur corporate social responsibility, parce que Barnier continue à dire que c'est lié. J'ai très peur qu'on n'aille pas très loin. Hein. J'ai essayé d'avoir là une analyse politique. J'ai peur qu'on n'aille pas très loin, parce que je l'expliquais tout à l'heure, l'analyse que j'ai faite sur 25% déjà des 400 démontre qu'il y a des positions très différentes. Donc, on a deux possibilités. Ou la Commission joue le consensus et il va sortir du soft, du mou, du rien. Ou taclé par le Parlement européen qui s'est emparé de cette question, essentiellement la Commission des Social Affairs, et c'est pas neutre. La Commission essaye de proposer quelque chose d'ambitieux en expliquant qu'on ne sortira pas de la crise si on ne change pas le système. C'est ce que tu disais sur le fait qu'on est à la croisée des chemins. Donc, vous imaginez que je fais un lobbying d'enfer à ma petite échelle à Bruxelles pour que ça soit la deuxième option qui passe.
Et donc, pour faire du lobbying, il ne faut pas seulement énoncer une opinion, il faut proposer des choses concrètes, faisables ou pas. Et donc, je suis en train d'analyser toutes les modifications des textes communautaires qui pourraient intervenir pour encourager cette vision long terme. Donc, voilà quelques exemples. Par exemple, je me prononce contre le Quarterly Report. Je pense que ça n'a pas d'intérêt et que c'est plutôt... ça crée plutôt des... Voilà, c'est plutôt négatif qu'autre chose. Il faut faire attention sur la directive Market Abuse parce que imposer aux entreprises de délivrer toutes les informations alors qu'il y en a qui sont stratégiques, qui peuvent avoir une sensibilité sur le titre de cours de bourse et tout, c'est aussi potentiellement dangereux. Il faut préciser la directive 2006, qui est la nouvelle directive qui pose la responsabilité des boards en intégrant le fait qu'ils sont responsables sur la politique de risk management, parce que sinon c'est totalement dilué dans l'entreprise, dans la corporate. Il faut garder dans la 13e directive un opting out sur les OPA parce que et la possibilité pour les entreprises d'avoir des exceptions au One Share One Vote Principle, notamment pour fidéliser les actionnaires, etc. Donc il ne faut pas rentrer dans la logique qu'on va appeler le totalitarisme actionnarial. J'utilise cette expression, elle n'est pas de moi, elle est d'une députée européenne néerlandaise. Voilà. Et puis un travail de réflexion sur de nouvelles règles ou de nouveaux mécanismes qui interpellent les questions qu'on a évoquées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait créer des incentives pour que les actionnaires préfèrent rester dans une entreprise. Comment est-ce qu'on peut clarifier les politiques des proxy advisors et leur demander de justifier pourquoi est-ce qu'ils conseillent les actionnaires de voter dans un sens ou dans l'autre, qu'ils soient accountable eux aussi. Encourager évidemment les actions salariées, les actionnaires salariés et leur représentation, c'est-à-dire en fait se rapprocher plutôt du modèle allemand qui sur cette question-là me paraît plus intéressant. Et je vais même jusqu'à dire que on devrait permettre aux compagnies d'amender les statuts pour expliquer que dans leur objectif, il y aura la prise en compte du long terme de sustainability and so on. Voilà. Mais la rançon, c'est qu'alors, il faut effectivement améliorer la qualité de fonctionnement des boards et leur responsabilisation. C'est-à-dire augmenter le risque de legal exposure, notamment dans des contentieux. Parce qu'on ne peut pas en même temps... Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait aussi la limite. Voilà. Mieux cadrer le comply or explain. Parce que toutes les analyses, il y a des analyses à peu près ça qui ont été faites. Je suis en train de travailler dessus avec un groupe d'étudiants sur le comply or explain par pays, et on est sur des pratiques trop différentes. En Suède, par exemple, qui est pour moi le modèle, si une entreprise décide de ne pas se conformer à une règle de code, elle va expliquer pourquoi et elle va expliquer, du coup, elle va justifier le comportement qu'elle a eu. Il faut que vous sachiez que dans les autres pays, il vous suffit de dire que vous ne souscrivez pas à telle règle de tel code, et c'est suffisant. Vous n'avez pas à vous justifier, à vous expliquer. Donc il y a sans doute une marge de progrès. Voilà. Et puis, une dernière question qui est une ligne, mais qui est énorme, c'est la question de l'intérêt du groupe et de comment est-ce que la société mère, à la tête de groupe, va imposer au nom du groupe une certaine politique, un certain engagement, et va engager sa responsabilité de société mère pour les agissements des filiales. Il y a vraiment une clarification à faire là-dessus, parce qu'on voit, et là je parle des contentieux, on voit de plus en plus de contentieux dans les procédures collectives, en droit de l'environnement, sur des redressements fiscaux, en concurrence sur les cartels, où la maison mère est punie, mais on n'a pas déterminé de manière secure un legal framework qui permet de cadrer dans quelles conditions est-ce qu'elle peut, imposer des décisions à sa filiale, puisqu'elle en a le contrôle, mais deux,
porter la responsabilité. Voilà, donc il y a un énorme travail. Ma conclusion serait que, évidemment, on n'est pas au bout de nos peines. C'est peut-être ma déformation de juriste. Je pense cependant que pour lier corporate governance et faire de la corporate governance autre chose que simplement de la soft law qui fait qu'il n'y a pas de responsabilité, on est exactement sur la même perspective. Il faut faire le lien avec wider view of corporate governance, including corporate social responsibility issues. Et il faut créer un environnement légal plus précis que ce qu'il est, intégrant tout particulièrement la question de la responsabilité sur les risques, les process de management des risques, puisque ça a été quand même la grande raison de la crise financière, et sans doute évoluer un peu sur les conditions dans lesquelles le management, et là je parle des boards, hein, sont responsables en cas de véritables dommages créés par des décisions ou simplement du manque d'intérêt ou du manque de professionnalisme. C'est-à-dire que la plupart du temps, les cas que vous évoquez, je pense que ce ne sont pas des démarches voulues et que ce ne sont pas forcément, je veux dire, des mécréants. C'est simplement qu'ils n'ont pas fait attention, qu'ils n'ont pas surveillé, qu'ils n'ont pas managé correctement et qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc le cœur du sujet, c'est transparency to accountability. Voilà un peu l'idée. So.